Bonjour à tous et à toutes et merci d'être parmi nous aujourd'hui pour ce nouveau webinaire organisé par Affinicep sur la protéomique qui aujourd'hui porte sur la paléoprotéomique, un couteau suisse pour les archéologues et les paléontologues. Et nous avons le plaisir d'accueillir en tant que conférencier invité le docteur Fabrice Bray, qui est ingénieur de recherche au CNRS et qui travaille depuis maintenant 14 ans au sein du laboratoire miniaturisation pour la synthèse, l'analyse et la protéomique, UAR 3290 de l'Université de Lille. Donc, il a travaillé pendant 6 ans dans le service de développement analytique de la biotech Genfit, qui est situé à Lille, et il s'est spécialisé dans la découverte de médicaments pour la stéatohépatite non alcoolique. L'unité UAR 3290 de l'Université de Lille comprend 2 parties, une plateforme de spectrométrie de masse à haute résolution et de protéomique, qu'on appelle MS4Omics, et une partie dédiée à la recherche. Le docteur Fabrice Bray est responsable scientifique des plateformes FTICR et il travaille sur la plateforme de protéomique MS4Omics qui est labellisée par Profi, une infrastructure nationale en protéomique qui fournit des outils, des méthodes et des services aux partenaires académiques et privés dans tous les domaines de la biologie. Il travaille sur des projets académiques nationaux ou internationaux en médecine de précision et biologie fondamentale, ainsi que sur des projets industriels sur la foodomics. Le docteur Bray est responsable du groupe de travail sur la spectrométrie de masse dans plusieurs projets et est le chercheur principal de plusieurs contrats académiques et industriels. Ses recherches se sont concentrées sur le développement de méthodes pour l'analyse d'échantillons d'héritage culturel et sur la paléoprotéomique. Et une méthodologie à haut débit a été développée à l'aide du MALDI FTICR, permettant d'utiliser 1 mg d'os du Pléistocène et d'obtenir une valeur précise du ratio de désamidation. Il a également contribué au développement de méthodes peu invasives utilisant des patchs adhésifs et le séchage de dents de bovins et de bisons. Et avant d'avoir le plaisir d'écouter la présentation du Dr Bray, nous allons juste parler brièvement d'Affinicep. Donc pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec notre entreprise. Donc je suis Florine Alès, la chef de produit pour la bioanalyse et la protéomique à Affinicep depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, Affinicep, c'est une entreprise française qui offre plus de 10 ans d'expérience dans le développement et la conception de kits pour la préparation d'échantillons. Donc, nos équipes sont essentiellement constituées de scientifiques, de chimistes, experts soit en chimie des polymères, soit en chimie analytique. Et notre principal objectif est d'aider les laboratoires d'analyse dans différents domaines d'application à trouver des solutions à leurs problématiques, soit en fournissant une expertise technique, soit en proposant des kits innovants pour la préparation d'échantillons. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes experts en chimie des polymères et nous fabriquons toutes nos résines polymériques de A à Z, donc des monomères jusqu'aux polymères, sur notre plateforme technologique unique qui est basée en Normandie, près de Rouen. Et puisque nous sommes fabricants de toutes nos résines polymériques, nous pouvons contrôler tous les aspects des procédés de fabrication pour pouvoir obtenir des résines ayant des propriétés physico-chimiques parfaitement adaptées à vos besoins. Nous pouvons ainsi jouer sur la taille des particules, sur la porosité ou sur la chimie des résines. Et si vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin dans notre catalogue ou si vous avez besoin d'une résine avec des propriétés bien particulières, nous pouvons également vous proposer des produits à façon afin de parfaitement répondre à tous vos besoins et tous vos critères. Donc, nous collaborons étroitement avec nos clients pour innover à la fois pour eux, mais également avec eux. Et en plus de notre expertise dans le développement de membranes et de résines SPE, nous développons également des applications pour la préparation d'échantillons et notamment pour la SPE, l'extraction surface solide. Donc, à l'heure actuelle, nos résines SPE sont dédiées à 3 domaines d'application principaux, que sont la sécurité alimentaire, avec une large gamme de polymères à empreinte moléculaire, les MIP, pour l'extraction sélective de pesticides, mais également de toxines ou de HAP de différentes matrices alimentaires, telles que les huiles ou les jus de fruits, par exemple. Nous avons également toute une gamme d'échantillonneurs passifs pour l'analyse environnementale et l'extraction de pesticides, de résidus de médicaments, de perturbateurs endocriniens ou de PFAS, d'eau environnementale, telles que les eaux souterraines ou les eaux de rivière, par exemple. Et enfin, une gamme de produits pour la bioanalyse et la protéomique, avec des kits prêts à l'emploi pour le dessalage de peptides, par exemple, ou le fractionnement peptidique. Donc, cette présentation va principalement se concentrer sur ce 3e domaine d'application.
Et pour la protéomique et la bioanalyse, notre dernière innovation consiste en une membrane SPE qui est faite de toutes petites particules de sorbant, donc beaucoup plus petites que ce qui est trouvé dans les cartouches à base de poudre que l'on trouve classiquement sur le marché. Et ces petites billes de sorbant vont être étroitement enchevêtrées les unes avec les autres pour obtenir une membrane SPE qui va être homogène avec une bonne stabilité mécanique. Donc, c'est un monolithe qui va présenter une haute surface d'interaction pour avoir une haute capacité de rétention pour l'extraction et la purification des molécules d'intérêt. Et en plus de cette haute capacité de rétention, nos membranes SPE vont également présenter différents avantages. Le premier étant que, puisque ces membranes sont stables mécaniquement, on ne va pas avoir besoin d'utiliser de fritées ou de filtres pour immobiliser le lit de sorbant, contrairement à toutes les cartouches à base de poudre, ce qui va considérablement réduire les volumes morts et rendre possible l'élution des composés d'intérêt dans de petits volumes d'élution, et donc d'obtenir des ELUA hautement concentrés avec des hauts rendements d'extraction et une excellente répétabilité. Et puisque les volumes d'élution sont très faibles, si vous avez besoin de réaliser une étape d'évaporation à sec avant l'injection sur le système LCMS, le temps dédié à cette étape d'évaporation est également réduit. Et enfin, en tant que polymériste, nous proposons nos membranes SPE avec une grande variété de chimie pour pouvoir les appliquer à différentes applications dans le domaine de la bioanalyse et de la protéomique. Donc, ces membranes SPE peuvent être utilisées pour miniaturiser la SPE, notamment dans le cas des échantillons biologiques pour lesquels on n'a pas une quantité très importante, les volumes sont assez limités. Donc, on propose 4 formats différents pour la microélution et la micro-extraction, à savoir les TIPS SPE, les spin colonnes, donc les colonnes de centrifugation, les plaques SPE et les cartouches SPE. Et chacun de ces différents formats va offrir une réelle flexibilité en termes de taille, puisque par exemple, nos TIPS SPE sont disponibles avec 3 tailles différentes. Nous avons 4 tailles de colonnes de centrifugation, différents types de plaques SPE, incluant des plaques à 96 ou à 384 puits, et 3 tailles de cartouches SPE. Et en plus de cette flexibilité en termes de taille, nous avons également une réelle flexibilité en termes de capacité de rétention, puisque nos différents formats sont disponibles avec plusieurs capacités de rétention pour retenir des quantités de protéines ou de peptides allant de seulement 1 nanogramme à plusieurs milligrammes en fonction des formats. Donc, selon la nature de vos échantillons et vos besoins, nous avons des formats pouvant couvrir de très larges domaines d'application, allant de quelques microlitres d'échantillons à plusieurs millilitres, avec des quantités de peptides ou de protéines allant de quelques nanogrammes à plusieurs milligrammes. Donc, on peut couvrir quasiment tous vos besoins avec les formats que nous proposons dans notre catalogue. Et j'aimerais maintenant juste faire un petit focus sur nos différents formats et sur les avantages qu'ils peuvent présenter, à commencer par nos TIPS SPE. Donc, nos TIPS SPE sont fabriqués avec des méthodes totalement automatisées, ce qui va permettre d'obtenir des procédés de fabrication très répétables et du coup de s'affranchir de la variabilité que l'on peut observer entre des TIPS que vous faites par exemple vous-même au laboratoire en découpant des disques et en les insérant dans des pointes de pipette. Et donc, nous avons un automate au sein de nos laboratoires et de nos unités de production qu'on appelle Jack et qui va fabriquer tous ces TIPS de manière 100% automatisée et répétable pour vous faire ainsi gagner du temps et vous pouvez consacrer ce temps si précieux à d'autres tâches plutôt qu'à la fabrication de vos propres TIPS, ce qui peut être assez fastidieux. Nos TIPS ont également été conçus spécialement pour être utilisés par centrifugation, qui est une méthode d'utilisation beaucoup moins fastidieuse et laborieuse que le pipetage manuel, dans lequel on a souvent des tendinites qui apparaissent au niveau des pouces après avoir pipeté plusieurs centaines de fois. Et également, la centrifugation permet d'obtenir des résultats plus répétables tout en gagnant du temps puisque vous pouvez centrifuger plusieurs échantillons simultanément dans une centrifugeuse. Et puisque nous voulons vraiment simplifier l'utilisation de nos produits, chez Affinicep, nous proposons des kits qui vont contenir non seulement les TIPS SPE, mais également des adaptateurs de centrifugation et des tubes de collecte pour pouvoir simplement et facilement centrifuger vos TIPS et ainsi pouvoir récupérer vos échantillons purifiés dans les tubes de collecte. Donc, nos TIPS s'utilisent par centrifugation comme nous venons de le voir et nous avons d'ailleurs une vidéo disponible sur notre site internet
qui explique étape par étape comment utiliser ces tips pour le dessalage des peptides, par exemple. Mais nos tips peuvent également s'utiliser par pression positive. Et dans ce cas-là, vous avez simplement à charger votre échantillon par le haut du tips et appliquer une pression pour faire passer les solutions à travers le sorbant. Et grâce à cette méthode d'utilisation, nos tips sont ainsi compatibles avec la plupart des automates disponibles sur le marché pour la préparation d'échantillons, notamment le Digest Pro de CEM, le Resolvex A200 de Tican ou encore les Vocep One d'Evocep. Nos autres formats ont également leurs propres avantages, bien évidemment, à commencer par les colonnes de centrifugation, les spins, qui sont utilisées pour traiter des échantillons contenant des quantités de protéines ou de peptides supérieures à ceux des tips, par exemple. Donc, ces spins sont très simples d'utilisation puisqu'ils s'utilisent tout simplement par centrifugation et ils ont l'avantage d'avoir un bouchon, ce qui permet de pouvoir les fermer pour réaliser des incubations directement dans les spins ou encore pour stocker un échantillon avant son injection sur le système LC, par exemple. Nos plaques 96 et 384 puits, elles, sont utilisées pour des analyses à haut débit lorsque vous avez beaucoup d'échantillons à traiter simultanément, mais vous pouvez également les utiliser de manière partielle et en couvrant simplement les puits non utilisés pour les protéger, et vous pouvez les réutiliser plus tard pour éviter tout risque de cross-contamination. Il n'y a pas de contamination croisée ni d'influence sur les résultats. Et ces plaques SPE présentent également l'avantage d'être compatibles avec différentes méthodes d'utilisation, que ce soit la centrifugation, la pression positive ou l'aspiration sous vide. Donc, vous pouvez les utiliser avec des centrifugeuses ou avec des manifolds à pression positive ou à aspiration en fonction de ce que vous avez au sein de votre laboratoire. Et enfin, nos cartouches SPE sont utilisées pour pouvoir concentrer de larges volumes d'échantillons dans des plus petits volumes d'élution. Et elles sont également utilisables avec différentes méthodes, notamment la pression positive ou l'aspiration sous vide à l'aide de manifolds, par exemple, ou d'automates SPE. Et puisque nous utilisons la même technologie de membrane SPE pour ces différents formats, et également pour les tips que je vous ai présentés tout à l'heure, le changement d'échelle ou le changement de format est extrêmement simplifié puisque vous n'avez plus besoin de changer de protocole ou de tout réoptimiser. Vous passez simplement, par exemple, d'un TIPS à une plaque SPE sans avoir besoin de refaire toutes les optimisations au préalable puisque nous utilisons les mêmes membranes pour ces différents formats. Et en parlant de ces membranes SPE, donc nous avons développé 2 gammes de produits en se basant sur cette technologie de membrane. La première est appelée Attract SPE Disc. C'est une gamme qui est très orientée chimie puisqu'elle va contenir une grande variété de sorbants, soit à base de silice, par exemple de la C18, de la C8 ou de la C4, mais aussi des sorbants polymériques tels que la DVB, la HLB ou les phases échangeuses d'ions telles que la SAX et la SCX. Notre deuxième gamme basée sur la technologie des membranes SPE est BioSPE. C'est une gamme plus applicative qui a été spécialement conçue pour différentes applications en protéomique, donc avec approche bottom-up ou top-down. Donc, on a notamment développé des kits pour le dessalage de peptides, le fractionnement de peptides, l'enrichissement en glycopeptides, la filtration de bimagnétiques après une procédure SP3 ou encore la purification de protéines intactes. Donc, on a 2 gammes qui sont relativement complémentaires en fonction de vos besoins. Et je voudrais juste présenter quelques exemples d'applications concernant la gamme Attract SPE Disc et notamment notre sorbant C18, qui est celle utilisée par le Dr Bray dans le cadre de ses études en paléoprotéomique. Donc, comme je l'ai dit, notre membrane C18 peut être utilisée dans différents formats, notamment les TIPS qui ont été utilisés dans le cadre de cette étude menée par AbbVie et qui a d'ailleurs fait l'objet d'un poster lors d'une précédente édition du congrès ASMS. Et donc, lors de cette étude, les TIPS Attract SPE Disc C18 ont été comparés avec les TIPS de CDS Analytical, donc qui sont préparés avec la membrane C18 de chez Embor. Et comme vous pouvez le constater sur ce graphe et sur les chromatogrammes, grâce aux TIPS Attract SPE C18, nous avons une identification de protéines qui est 3 fois plus importante que celle résultant de l'utilisation des TIPS de chez CDS Analytical pour un même échantillon. Et cela résulte du fait que nos TIPS C18 vont retenir les peptides sur une plus grande gamme de polarités que les TIPS concurrents, comme on peut le voir ici, puisque l'on retient davantage les peptides les plus polaires.
Et cette même observation a pu être faite lors d'une autre étude, menée cette fois-ci par la plateforme P3S de Sorbonne Université, en collaboration avec CEM, pour le dessalage automatisé de peptides à l'aide de nos tips C18, et comparaison avec des tips faits maison, des homemade stage tips, faits également, encore une fois, avec les disques de chez Empor. Et au cours de cette étude, on avait une augmentation d'environ 9% au niveau du nombre de protéines identifiées suite au dessalage des digestats avec les tips d'Affinicep, comparé aux tips faits maison. Et cela est dû au fait que nos tips C18 vont avoir un spectre d'interaction plus large qui va inclure notamment les peptides les plus hydrophiles, comme on peut le constater à ce niveau-là. Et de même, en plus de l'augmentation au niveau de l'identification des protéines, les signaux des peptides, de l'intensité des peptides ont également été augmentés de l'ordre de 25% en utilisant nos tips comparés aux tips faits maison avec les disques Empor. Donc, nos tips C18 peuvent également être utilisés pour purifier d'autres types de peptides, notamment les phosphopeptides, comme dans le cas de cette étude qui a été menée par le Institute System of Biology aux États-Unis, qui a comparé nos tips C18 avec d'autres tips ou cartouches C18 disponibles sur le marché pour purifier et dessaler des phosphopeptides après leur enrichissement sur IMAC. Et en comparaison avec 3 compétiteurs sur le marché, il en est ressorti que nos tips permettaient d'obtenir le plus haut rendement de récupération des phosphopeptides, jusqu'à 2,4 fois plus important que les autres compétiteurs. Et en faisant une comparaison un petit peu plus poussée avec le compétiteur E, le concurrent E, donc en comparant nos différents tips qui sont disponibles avec plusieurs capacités, comme je vous en ai parlé un petit peu au début de cette présentation, il en est ressorti que tous nos tips, indépendamment de leur capacité de rétention, capturaient plus de phosphopeptides que le concurrent, avec une excellente répétabilité puisque les RSD étaient inférieurs à 10%, et la plupart de ce qui est retenu par le concurrent également retenu par nos tips C18. Et donc, comment expliquer le fait qu'on retient beaucoup plus de phosphopeptides avec nos tips qu'avec le tips concurrent? Eh bien, encore une fois, cela est dû à la même raison, à savoir que nos tips C18 vont retenir les peptides les plus hydrophiles plus efficacement que le concurrent, comme on peut le constater ici. Et on a également observé que nos tips C18 retenaient les plus petits phosphopeptides plus efficacement, ce qui explique qu'à la fin, nous allons pouvoir identifier beaucoup plus de phosphopeptides dans le cadre de cette étude. Et si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les résultats obtenus par l'ISB lors de ces comparaisons, je vous invite à regarder le replay de notre webinaire sur la phosphoprotéomique qui est disponible sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également obtenir plus d'informations sur ces différentes comparaisons et sur l'utilité de nos produits pour différentes applications en protéomique en allant voir nos posters qui sont disponibles sur notre site internet ainsi que nos notes d'application. Et puis, si vous avez la chance d'être présent au prochain salon organisé dans le domaine de la protéomique et de la spectrométrie de masse, sachez qu'Affinicep sera présent à différents événements en tant que sponsor. Nous serons notamment présents à ASMS début juin à Baltimore, mais également à EPA à Saint-Malo mi-juin et au JFSM, donc les Journées françaises de la spectrométrie de masse, fin juin, début juillet à Montpellier. Donc, pour tous ces différents événements, nous aurons des stands avec notre équipe technique qui sera présente sur place. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir et à nous poser des questions si vous en avez ou si vous souhaitez échanger sur nos produits ou sur vos projets. Et vous pouvez également poser vos questions dès maintenant si vous en avez au cours de ce webinaire en utilisant les onglets chat ou questions qui sont disponibles dans l'interface de Livestorm que vous avez. Et puis sinon, vous pouvez également m'envoyer un mail suite à ce webinaire. J'y répondrai avec plaisir. Donc, je vous remercie tous pour votre attention et je vais maintenant laisser la parole au Dr Bray qui va nous présenter ses travaux de recherche sur la paléoprotéomique. Je vous remercie et puis je vous laisse la parole, Monsieur Bray. Donc, bonjour à tous, merci d'être présents et de participer à ce webinaire où je vais vous parler donc de paléoprotéomique. Je remercie Affinicep de me permettre de participer et puis de présenter les différents résultats que nous avons eus au laboratoire. Alors, la première chose, c'est que les archéologues et les paléontologues, à partir de ce type d'ossements, comme vous pouvez voir ici, peuvent obtenir beaucoup d'informations. Donc,
lorsqu'ils ne sont pas fragmentés et qu'ils sont en parfait état, comme ici, le paléontologue ou l'archéologue peut très facilement l'identifier, comme ici, il s'agit donc d'un maxillaire d'ours des cavernes, donc Ursus speleaeus. Donc, à partir de ces ossements, en fait, on peut réaliser de nombreuses méthodes biomoléculaires pour obtenir différentes informations. Alors, la première chose qui peut être réalisée sur ces ossements, en fait, il s'agit de méthodes de datation qui vont permettre donc d'obtenir, bien sûr, l'âge de notre animal, mais aussi on peut obtenir des informations grâce à la géologie qui était présente autour de ces ossements. Une autre méthode biomoléculaire qui pourrait être utilisée, c'est les analyses d'ADN, l'ADN ancien, qui va permettre donc bien sûr d'obtenir la séquence en ADN, mitochondrial ou de l'ADN nucléaire quand celui-ci est conservé dans des échantillons plus récents. On obtient aussi des informations sur la phylogénie, reconstruction et identification bien sûr du sexe et l'identification des dates. Une autre méthode qui peut être utilisée, c'est l'analyse des ratios isotopiques pour obtenir des informations sur l'alimentation des animaux, s'ils sont carnivores, omnivores, mais aussi s'ils étaient présents près par exemple, de la mer ou d'autres endroits. Et enfin, sur les ossements, nous pouvons analyser donc les protéines avec la spectrométrie de masse, la protéomique, et on peut obtenir différentes informations. Donc, une première information que l'on peut obtenir, c'est par exemple le protéome, sont toutes les protéines présentes dans ces ossements. Bien sûr, on peut aussi analyser les dents. On va obtenir des informations sur les modifications post-traductionnelles ou chimiques qui sont présentes sur ces protéines et que ces protéines ont subi au fur et à mesure de temps. On arrive à obtenir l'identification de la taxonomie, du sexe, des méthodes approximatives de datation et actuellement des potentielles mesures d'isotopes. Mais bien sûr, tout n'est pas rose et il y a quelques complications qui peuvent arriver. Sur certains sites, on va retrouver des ossements qui sont très bien conservés, mais de nombreux fragments qui ne peuvent pas être identifiés par les archéologues ou paléontologues. Donc, ou même des outils qui ont été faits à partir d'ossements et qui ont été en fait et qui sont impossibles à identifier par les archéologues. Concernant les méthodes de datation, carbone 14 ou autres, en fait, c'est des méthodes qui peuvent être plus destructives que la protéomique et donc ne vont pas être appliquées sur des ossements très petits ou, par exemple, des ossements qui ont été utilisés comme outils. L'analyse de l'ADN donc est largement utilisée dans ce domaine. Donc, et la limitation qui est présente, c'est en fait la dégradation de l'ADN qui est due à l'environnement, même s'il y a des études qui montrent que cet ADN est très bien conservé pendant des millions d'années. Au niveau de la méthode de rapport isotopique, cette méthode a l'avantage qu'elle utilise peu d'échantillons, mais c'est pareil, par contre, ici, il s'agit d'une méthode spécifique de préparation des échantillons pour pouvoir faire cette mesure. Donc, au niveau de l'analyse protéomique, à ce moment-là, elle permet de nombreuses choses, mais elle nécessite encore de nombreux développements et d'améliorations pour permettre de répondre à tous les questionnements des archéologues et paléontologues. Alors, les archéologues et paléontologues ont plusieurs problématiques. Donc, une des premières, c'est l'identification des espèces éteintes, ou l'identification des ossements que l'on peut trouver sur les sites. Donc, par exemple, ici, c'est très facile, l'ossement est très bien conservé, on peut facilement identifier le fémur, donc ici d'un mammouth, mais les questions sur des petits fragments comme ici représentés, où l'on souhaite identifier la taxonomie, ou sur des outils comme ici, des outils qui sont présents dans la grotte de Sklanina, réalisés par Néandertal. Des autres donc, problématiques dont la protéomique peut aider, c'est par exemple les analyses de phylogénie, donc essayer de reconstituer la phylogénie. L'ADN permet d'obtenir ces informations-là, mais de nombreuses études en protéomique, en paléoprotéomique, montrent qu'il est possible d'obtenir des informations de phylogénie à partir des ossements. Alors ensuite, il y a la détermination du sexe donc, par la paléoprotéomique qui est réalisée actuellement sur de différentes espèces comme l'humain, mais aussi les bisons et les bovins, et en fait qui nécessite par exemple d'améliorer et de développer des méthodes sur les autres espèces que l'humain ou les bovins.
Et ensuite, l'estimation de la datation par la protéomie qui pourrait permettre de répondre à des problématiques des archéologues. Actuellement, une modification post-réductionnelle est souvent utilisée pour permettre d'avoir une information sur la dégradation ou pas encore la datation, qui est la déamidation. Et donc, il est important d'essayer de développer, de trouver des nouveaux marqueurs qui permettraient de corréler en fait à la datation. Alors, il faut savoir que l'identification, la paléoprotéomique était au début utilisée pour l'identification des taxons, surtout. Donc, ça a été une méthode développée en 2009 par Michael Buckley, en utilisant, donc, à partir des ossements, donc les protéines majoritaires qui sont présentes dans les ossements sont en fait le collagène de type 1. Comme on peut voir ici, donc, on a un ossement, donc le fibre du collagène, et ce fameux collagène de type 1 qui est constitué de deux formes de protéines, le collagène 1 alpha 1 et 1 alpha 2. Donc, après digestion donc, en fait, de ces deux protéines-là, on peut obtenir des peptides qui vont être spécifiques des différentes espèces, comme ici, vous pouvez voir un exemple de la séquence du collagène 1 alpha 1 pour différentes espèces. Ici, Homo sapiens, la souris, la vache, la poule et le cheval, avec, comme on peut voir sur ces séquences, des variations en acides aminés. Et ces variations en acides aminés sur ces séquences en peptides entraînent un changement de masse. Et donc, c'est là-dessus que, en fait, l'étude en spectrométrie de masse va jouer. C'est les variations des séquences induisent des changements, des masses différentes, et on va pouvoir identifier des peptides différents. Donc, c'est la méthode qui est appelée donc, ZooMS, Zooarchaeology by Mass Spectrometry, et qui est très couramment utilisée. Alors, au laboratoire, nous avons développé une méthode de haut débit en protéomique, donc en paléoprotéomique, en se basant sur la méthode ZooMS, où nous travaillons donc sur des échantillons de quelques milligrammes d'échantillons et que nous avons appliqué à des échantillons qui ont différents âges, donc qui vont de l'Holocène, qui vont de la période actuelle, donc quelques centaines d'années, jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'années, jusqu'au Pléistocène et même plus. Alors, on a développé la méthode pour qu'elle fonctionne en plaque 96 pi, parce qu'en fait, les archéologues n'ont pas une dizaine d'échantillons, mais plusieurs centaines, voire des dizaines de milliers d'échantillons analysés. Et ensuite, nous avons utilisé des appareils de spectrométrie de masse haute résolution, donc ici une Orbitrap, mais aussi un FTIR, un MALDI FTIR SolarX, pour obtenir différentes informations en fait. Donc, on peut obtenir l'identification de la taxonomie de l'os, une information beaucoup plus précise sur la déamidation et des informations sur les crossings présents dans ces ossements qui évoluent au fur et à mesure du temps. Alors, on a appliqué cette méthodologie sur différents types de projets, et je vais vous montrer ici un premier projet. Donc, c'est une collaboration que nous avons avec le docteur Patrick Auguste du laboratoire ALMA à Lille et son étudiant qui est Enzo Cordelier. Donc, ici, l'étude consiste à travailler sur une espèce de tortue qui est Cylindratys, donc deux espèces de tortues, Cylindratys inepta et Tricerata, qui sont des espèces éteintes et qui vivaient en fait dans l'archipel des Mascarines. C'est une archipel qui est dans l'océan Indien et qui regroupe ici, vous pouvez voir, l'île de la Réunion de trois îles différentes avec, vous avez sur l'île Maurice, donc justement, ces deux fameuses espèces de Cylindratys, Tricerata et inepta. Ces animaux ont disparu entre le 16e et le 19e, principalement dû à la présence de l'homme, en fait, qui les a utilisés comme nourriture. Et il est possible donc de faire la différence entre ces deux espèces, donc à partir du squelette. Mais bien sûr, comme je vous l'ai expliqué, on n'a pas tout le temps présence des ossements entiers, mais beaucoup de fragments. Donc la grande question ici, c'était est-ce qu'il était possible de distinguer ces deux espèces, mais est-ce qu'il était possible d'obtenir plus d'informations que ce qui est actuellement dans la bibliographie. Donc en fait, il faut savoir que en 2014, il y avait déjà une étude qui avait été faite qui a montré que l'analyse ZooMS permettait de distinguer en fait les deux espèces. Donc ici, vous avez deux spectres Malvitov obtenus avec un Malvitov et la méthode ZooMS sur inepta et sur Tricerata. Donc ici, vous pouvez voir de nombreux pics de digestion, de nombreux peptides en fait qui sont issus de la digestion du collagène présent dans les ossements. Et j'ai fait deux zooms ici qui sont indiqués. Donc le premier qui permet de montrer donc, deux peptides marqueurs qui permettent de différencier ces deux espèces, et un second ici où nous avons aussi pareil deux peptides marqueurs
qui permettent de discriminer les espèces. Je vous ai indiqué la résolution en fait, des appareils de type Magnitov, ici à peu près 10 000, 4 500 sur la masse à 2800 et 10 000 sur la masse à 1200. Et en fait, cette résolution, par exemple, ne permet à quelques difficultés pour séparer des masses qui sont très proches les unes des autres. Et en fait, la question, c'était est-ce que avec notre méthodologie, il était possible de faire mieux et d'identifier de nouveaux petits marqueurs pour distinguer ces deux espèces. Alors, nous avons appliqué la méthodologie, donc avec nos plaques 96 pi, donc comme vous pouvez voir ici, sur 237 ossements que Enzo et le docteur Patrick Auguste nous ont donnés. Donc, nous avons travaillé sur 1 mg d'ossements. On a effectué une déminérisation avec de l'acide trifluoroacétique, donc sur tous ces ossements, puis nettoyage avec une solution d'ammonium bicarbonate 50 mmol pH 8,8, le tout dans des plaques ici de multiscreen avec des filtres en PVDF avec des diamètres de 0,45 micromètres. Donc, ce qui permet donc de faciliter le nettoyage, le lavage, mais aussi de diminuer la perte des échantillons, donc, parce que la poudre est déposée dans ces plaques. On effectue une gélatinisation, donc en mettant la plaque à chauffer à 60 degrés pendant 1 heure, puis nous effectuons la digestion à la trypsine sur le liquide présent, mais aussi sur la poudre d'ossement, parce que en fait, la trypsine digère les protéines qui sont en solution, mais aussi les protéines qui sont encore présentes dans ces ossements. Et donc ensuite, nous avons utilisé donc la plaque 96 pi, donc Attrape SVE de chez Finicep pour faire la purification C18. Puis nous avons effectué les analyses en MADI FTICR, donc comme ici vous pouvez voir une plaque en mode automatique pour analyser tous les échantillons. Alors, vous pouvez voir ici donc un spectre que nous avons obtenu sur le MADI FTICR, donc le mode positif avec une matrice HCA. Ici, on a une gamme de masse qui va de 600 à 5000 qui permet de couvrir, donc comme on peut voir, on arrive à détecter un grand nombre de peptides et, bien sûr, les différents peptides marqueurs qui étaient détaillés dans les publications, et donc on les a bien retrouvés. Donc l'avantage du MADI FTICR, c'est sa résolution, sa sensibilité, et sa résolution, c'est ici, on est à 1,3 million de résolution à masse de sang, ce qui va permettre de faire une grande différence par rapport à des analyses que l'on peut faire en Magnitov. C'est ce que je vous montre ici. En haut, en bleu, un spectre sur un zoom d'un peptide qui a la masse 1933 avec un MADI FTICR où on obtient une résolution de 72 000 sur la masse 1933, tandis qu'avec un appareil de type Magnitov, pour le même échantillon, on obtient une résolution ici à 7100. Donc, on peut voir l'avantage d'utiliser le MADI FTICR sur ce pic juste avant, parce qu'il permet de montrer en fait qu'il y a présence de peptides en fait au niveau de cette masse-là, tandis qu'avec le Magnitov, on obtient une gaussienne et on ne peut pas discriminer ces deux pics présents. Cette information est importante en fait par rapport à l'identification de la modification de type déamination qui permet d'avoir une information beaucoup plus précise, mais on va y revenir juste après. Donc, on a utilisé cette méthodologie et on a regardé d'abord si on identifie bien tous les peptides de la publication de 2014. Donc oui, nous avons bien réussi à identifier les peptides qui étaient indiqués dans la bibliographie qui permettent de discriminer les deux espèces, Siladraptis inepta et Tricerata, donc ici, qui sont notés en haut. Et ensuite, nous avons regardé si il était possible d'identifier de nouveaux marqueurs en fait, pour améliorer l'identification. Et en fait, on a pu identifier donc, 3 nouveaux marqueurs qui permettent de discriminer Siladraptis inepta et Tricerata. Donc, vous pouvez les voir ici en bas, donc jusqu'à des masses à 3074. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la publication sur les méthodologies, c'est que les peptides avaient été identifiés uniquement à partir de la masse. Aucune information n'avait été donnée en fait sur la séquence en acides aminés pour essayer d'avoir des informations plus précises. Et en fait, c'est ce qu'on a continué à faire pour obtenir plus d'informations. Donc, à partir de la même préparation et du même échantillon, on n'a pas dû refaire les analyses, on a juste utilisé la même solution. On a fait une analyse en chromatographie liquide couplée à la spectrométrie-masse, donc une nano-HPLC avec une orbitrap Q-exactive. Alors, on a fait une interrogation, donc après analyse, on a utilisé le logiciel Mascot pour faire l'analyse, en utilisant la spécification, donc trypsine semi-spécifique, parce qu'en fait, il faut savoir que, bien sûr,
au fur et à mesure du temps, les protéines qui sont présentes dans les ossements peuvent être dégradées par des enzymes. Donc, en fait, il est important d'utiliser cette type d'interrogation pour pouvoir identifier tous les peptides présents, ceux qui sont déjà digérés avant, et puis les peptides qui peuvent être qui sont obtenus après digestion triptyque. Alors, donc, on peut voir, la première information, c'est que l'on identifie du collagène 1-alpha-1, mais aussi du collagène 1-alpha-2, avec un pourcentage de couverture qui est assez important, donc, qui montre que la conservation, que la conservation du collagène dans les ossements, donc des sites du musée, permet, en fait, est très bien conservée, donc d'où la grande pourcentage de couverture, mais aussi que la méthodologie, en fait, permet aussi cette grande couverture de séquence. Donc, on a vraiment une couverture de séquence du début à la fin, une zone au début de la séquence qui correspond au peptide N-terminal et une à la fin, en fait, qui n'est jamais très rarement identifiée en spectrométrie de masse. Donc, à partir de ces données-là, on a pu remonter à l'identification de tous les peptides marqueurs, ceux de 2014 et les nouveaux peptides marqueurs que l'on a identifiés. Donc, on a réussi à identifier les séquences en acide aminé de chacun des peptides, en fait, avec, bien sûr, des présences d'oxydation, car le collagène a beaucoup d'hydroxyproline présente sur sa séquence. Donc, chaque peptide a pu être identifié avec, bien sûr, les modifications. Ce peptide ici est intéressant parce qu'en fait, ici, vous pouvez voir deux prolines qui sont présentes. Donc, ça, c'est pour Cylindrapsis inepta. Et lorsque l'on passe sur les peptides identifiés pour Cylindrapsis tricerata, il s'agit de la même séquence peptidique, mais avec à la place des alanines qui sont présentes. Donc, uniquement des variations au niveau des acides aminés. Et les autres peptides ici présents, on a pu identifier la séquence en acides aminés et la position donc, sur la séquence. Alors, au niveau donc, de ce projet, donc Cylindrapsis, donc on a pu identifier 39% d'échantillons qui correspondent à Tricerata et 72% d'échantillons qui proviennent de Inepta. On a pu donc valider la présence des biomarqueurs donc avec la méthodologie, avec le FTCR, mais ici aussi identifier de nouveaux peptides biomarqueurs permettant une meilleure validation de ces deux espèces. Grâce à l'analyse LCMSMS et au logiciel Mascot, on a pu remonter jusqu'à l'identification dans une séquence en acide aminé des différents peptides OMS qu'on a pu identifier. Et donc, ceci a permis de permettre aux archéologues et paléontologues une meilleure information sur la faune en fait présente donc, sur l'île Maurice. Et donc, bien sûr, tous ces échantillons proviennent du musée d'Elbeuf dans la métropole de Rouen, et dont Enzo a pu faire les prélèvements. Ensuite, donc ici, je vous ai montré un exemple de paléoprotéomique appliqué à des ossements qui proviennent de Cylindrapsis, mais on pourrait se poser la question, c'est au fur et à mesure du temps, il y a une dégradation des protéines ou des modifications chimiques qui peuvent se passer. Donc en fait, oui, et il y a plusieurs études qui ont montré que l'adéamidation, qui est une modification qui se passe, ici on va se focaliser sur l'adéamidation sur l'asparagine et la glutamine, qui pourrait être un indicateur de la dégradation donc des protéines dans ces ossements, mais aussi dans les dents, au fur et à mesure du temps. Alors cette d'amidation donc peut être retrouvée sur les différents types de collagène et les différentes protéines, et des études ont montré qu'un peptide en particulier était intéressant parce qu'en fait il évoluait au fur et à mesure du temps et il pouvait être un bon indicateur de conservation de la préservation du collagène et avec une corrélation au niveau de l'évolution au niveau du temps. En fait, on s'est focalisé donc sur cette modification pour voir si il était possible d'amener plus d'informations donc avec l'utilisation de spectromètres de masse de type FTCR. Alors ici, on a ce fameux peptide qui en fait c'est un peptide universel au niveau de la séquence des collagènes des mammifères qu'on va retrouver donc chez le chien, chez l'ours ou même donc chez le cheval. Donc c'est pour ça qu'aussi il est intéressant. Et vous avez un spectre ici en haut du Malditov pour zoomer sur le peptide intéressant, et ici un spectre pour le MACD FTCR. La grosse différence entre les deux appareils, comme je vous l'ai déjà montré précédemment, s'il s'agit de la résolution, ici à peu près 8000 sur Malditov, 8-10 000 ou 300 000 ici pour le MACD FTCR.
Et l'erreur de masse, en fait, qui est très faible en spectrométrie de masse FTICR, qui est ici de l'ordre de 1 ppm. Donc, sur le spectre Malditov, ici, en rouge, on a représenté donc, le spectre théorique de ce peptide-là sans déamylation. Et ce qu'on peut voir, c'est que sur le deuxième pic présent ici, on peut voir que ce pic est plus intense. En fait, il s'agit du peptide marqueur pour un échantillon d'Auroch. Donc, c'est l'ancêtre de la vache actuelle, donc du site de Cahors, qui est un site dans la Somme qui est daté à plus de 120 000 ans. Donc, en fait, on peut voir qu'ici, il y a vraiment une modification lorsqu'il y a une déamylation. Par contre, c'est lorsque l'on zoome sur ce pic-là, donc en Malditov, on voit uniquement une gaussienne. Mais par contre, si l'on regarde en FTICR, on voit l'apparition de 2 pics différents. Alors, ces 2 pics différents correspondent à justement un peptide déamidé et non déamidé. Alors, ici, vous avez le massif isotopique du peptide. Le premier pic ici qui correspond au pic monoisotopique du peptide non déamidé. Et en fait, lorsque l'on zoome sur le deuxième, on arrive à discriminer donc, le premier isotope du peptide non déamidé avec la présence d'un carbone 13 et le pic ici, un peu plus grand, qui correspond au pic monoisotopique du peptide déamidé. Alors là, il faut savoir que la différence de masse entre ces 2 pics est de 0,019, d'où la nécessité d'avoir une très haute résolution pour pouvoir faire la discrimination entre ces 2 pics. Et l'avantage, c'est qu'on obtient donc une information, une intensité précise sur le peptide non déamidé et une information sur l'intensité du peptide non déamidé. Donc, à partir de là, on a pu faire des estimations en fait, du pourcentage de déamylation. Donc, c'était donc sur le peptide, donc une glutamine déamidée. Ici, vous pouvez voir un zoom donc, sur le peptide, donc pour un échantillon moderne de Bostorus. Et ici, un échantillon de Cervus elaphus, en fait, où il y a très peu de déamidation, qui correspond à ce pic ici. Par contre, sur des échantillons donc, qui proviennent du site de Cahors, qui ont plus de 120 000 ans, on voit que ce pic qui correspond au peptide déamidé est beaucoup plus intense. En fait, on a une réelle augmentation et on a pu faire des estimations ici sur plusieurs dizaines d'échantillons. Donc, moins de 1% pour les échantillons modernes, ici 4%, et 4% pour le cerf. Et par exemple, sur l'échantillon du site de Cahors, on est environ à 40%. Donc, on a analysé plus d'une centaine d'échantillons en fait, du site de Cahors et on a obtenu une moyenne de 44% au niveau de la déamylation. Alors, on a décidé de pousser un peu plus loin l'analyse et de regarder s'il y avait une évolution de la déamylation en fonction du temps, mais aussi s'il y avait des corrélations. Donc, la première chose qu'on a effectuée, c'est on a regardé le pourcentage de déamylation entre la solution de déminéralisation et la solution d'ossement sur plusieurs ossements pour voir si on avait quelque chose qui évoluait. Donc, ici, on voit qu'on a bien une corrélation donc, entre les deux fractions. Ce qui est intéressant, c'est par contre, si on regarde donc, les manips, là, ont été faites sur des échantillons qui proviennent de l'Holocène, donc c'est inférieur à 10 000 ans, jusqu'au Pléistocène, donc les sites de Oisier, Cahors, donc on est à plus de 120 000 ans, donc, et sur différents sites archéologiques. Les analyses ont été faites en FTICR et on a analysé plus de 500 ossements. On a regardé, ce que vous pouvez voir ici, c'est sur ce graphe, c'est le pourcentage de déamylation mesuré donc, à l'aide du FTICR et sur le peptide que je vous ai montré précédemment, sur des sites qui vont de l'Holocène jusqu'au Pléistocène, et on peut voir une augmentation en fait, de la déamylation au fur et à mesure, plus l'échantillon est vieux. En fait, ici, donc avec les sites donc, de Oisier et qui est à plus de 120 000 ans, le Roselle qui vit 90 000 ans comme Mutzig, et ensuite ici des sites de l'Holocène, Pertus, des sites de Nîmes. On voit aussi une différence entre l'analyse de la fraction osseuse, donc lorsque l'on fait la gélatinisation de l'ossement, et la fraction déminéralisée, donc cette fraction qui a été attaquée donc, avec de l'acide. On a une augmentation entre les deux fractions, en fait, qui est due à l'impact en fait, de la solution acide, ici, qui était le TFA. Alors, ensuite, on a regardé, donc pas sur les 510 échantillons, mais sur une centaine d'échantillons, s'il y avait une corrélation entre le pourcentage de déamylation entre le Maldi-FTICR et des analyses en couplage chromatographique type LCM-SMS avec une orbitrale. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est en fait, on a bien une corrélation entre
pour la déménation pour ce peptide, donc le peptide P1, entre les deux méthodologies. Donc, avec ici des zones bien définies entre des échantillons qui datent de l'âge de bronze, du mésolithique, pléistocène sur les différents sites. Donc, on a une très belle corrélation entre les deux données. Alors, la grosse différence, en fait, qui peut être marquée ici, c'est que l'analyse multivectorielle est très rapide, parce qu'en quelques minutes, on obtient les spectres. En fait, par contre, en LCMS-MS, on a besoin, par exemple, nous ici, on a utilisé des méthodes d'analyse de 120 minutes sur notre machine. Ensuite, on s'est dit, est-ce qu'il était possible d'utiliser ces données MATLB-FTCR pour voir on pouvait obtenir une information sur la datation, en fait, et pas seulement sur notre échantillon est bien ancien. En fait, on a regardé sur ces 510 ossements qui proviennent de différentes périodes, est-ce qu'il y avait bien une corrélation. Donc, on a ici reporté le pourcentage de démidation obtenu sur ce peptide pour le MATLB-FTCR en fonction de l'âge de nos ossements. Par contre, ici, c'est important, c'est qu'on est passé en log de 10. On a bien ici, on voit une droite, en fait, qui permet de voir une évolution, une augmentation significative, une augmentation entre les différents, lorsque l'échantillon est beaucoup plus âgé, mais c'est ici une courbe en log de 10. Alors, il y a certains sites, ici, comme à Mudzig, qui sont un peu hors de la gamme, parce qu'en fait, le sol est très acide et il a été montré que la conservation peut être impactée par l'environnement et induit une variabilité au niveau de la mesure des déamidations. En fait, ensuite, on s'est posé, c'est bien, on a quelque chose qui montre en fait que il y a bien des informations l'âge corrèle avec le pourcentage de déamidation, mais il y a le contexte environnemental qui peut jouer, mais aussi ici, on a quand même une courbe en log de 10 qui n'est pas pratique à utiliser. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres modifications qui pourraient corréler en fait avec l'âge des ossements? Et c'est là-dessus qu'on s'est penché en fait sur la réticulation dans les ossements. Alors, la fossilisation donc, des ossements se fait au fur et à mesure, donc dû à la chaleur, à la pression, et donc on a bien une fossilisation donc, des ossements qui se fait au fur et à mesure. Donc, il y a des changements oxydatifs et les protéines vont changer de structure. Et en 2018, en fait, Viman a montré qu'il y avait potentiellement la fossilisation induisait en fait des réticulations. Donc ça, et il a pu le montrer grâce à des analyses réalisées en analyse Raman, mais aussi en infrarouge. Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, le collagène 1, alpha 1 et alpha 2 qui sont présents dans les ossements, lors de la fossilisation, donc forment des réticulations. Et la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il y a un lien entre fossilisation, réticulation de ces protéines et l'âge de ces ossements? Et c'est là-dessus qu'on a fait une étude. Alors, on a utilisé différents types d'ossements, on s'est focalisé sur une espèce, en fait, l'espèce Boscorus, pour faciliter les analyses, les interrogations informatiques, sur différents sites. Alors, des ossements modernes, en fait, moins de 100 ans, des ossements ici, le site de Écli, donc 3e avant Jésus-Christ, le site de Clichy-la-Garenne, 50 000 ans, 125 000 ans pour le site de Resson et 120 000 ans pour le site de Chaos. Donc ça, c'est des échantillons qui ont été obtenus avec des collaborations que l'on a avec le docteur Marianne Julien, docteur Patrick Auguste et Tarek Westlati. Donc ici, vous pouvez voir différentes photos de ces ossements. Ici, vous avez un ossement qui provient du site de Chaos, en fait, où il est encore présent directement extrait en fait, du sol. Donc, à partir de ces ossements, donc qui ont été datés, en fait, l'avantage c'est qu'on a bien les datations, on a regardé s'il y avait des crosslinks et s'il y avait une évolution et aussi essayer d'identifier tous ces crosslinks. On a utilisé une méthodologie que l'on avait déjà appliquée sur des échantillons de la grotte de Skladina. Donc, on est parti sur les ossements donc d'os de vache, donc de maintenant jusqu'à plus de 130 000 ans. On a effectué donc un prélèvement sur ces ossements de à peu près 1 mg de poudre d'ossement. On a réalisé une déminéralisation à l'aide de la solution de TFA 2,5%, puis on a effectué une digestion en méthode IFAS dans des filtres à micron ici avec un cutoff de 10 kDa pour essayer de récupérer les peptides, donc pour bien digérer les protéines qui sont encore sous forme de complexes et éliminer tout ce qui est soluble, les petits peptides présents.
Puis, on a purifié donc, toutes ces protéines donc, avec notre plaque 96 pi donc, de Finicep, et on a fait les analyses en nano-HPLC, QExactive+. On a utilisé MaxQuant et Perseus pour quantifier les protéines présentes dans ces ossements, donc dater différemment et donc toutes les protéines, mais aussi, derrière, nous avons utilisé le logiciel Mass Spec Studio pour identifier les crosslinks, puis ensuite, nous avons réalisé les quantifications. Alors, la première chose, donc, c'est la quantification des protéines. On a réalisé ça avec MaxQuant. Ce qu'on a pu voir, c'est que, voilà, classiquement, dans tous ces échantillons, on a réussi à identifier du collagène 1 alpha 1 et alpha 2, bien sûr, en très grande quantité, avec un très grand nombre de peptides identifiés sur ces deux protéines, mais aussi des protéines non collagéniques, comme l'alpha-glycoprotéine, les biglycans, le chondroadérine, et d'autres types de collagène, le collagène 3 alpha 1, 2 alpha 1 et 11 alpha 1. Donc, des choses qui sont déjà en fait connues dans la biblio, donc sur des échantillons modernes et jusqu'à 11 000 ans. On a regardé s'il y avait une corrélation entre l'intensité du collagène 2 et du collagène 1 donc dans ces échantillons. Et donc oui, on a bien une corrélation entre ces deux protéines-là. On peut voir ici une corrélation à 0,6. Et ensuite, on a regardé ici sur la heatmap, vous pouvez voir donc les échantillons modernes, ECLI qui ont moins de 1000 ans, Clichy 50 000 et Resson et Caour plus de 130 000. Regardez la quantification des protéines présentes, donc du collagène 1 et des autres protéines. Et ce qu'on a pu voir, donc bien sûr, donc ici, si on regarde le collagène 1 alpha 1, on voit en rouge, ça veut dire que il y a une grande présence de protéines, et plus on passe vers le vert, la quantification de la quantité de la protéine diminue. On peut voir que le collagène diminue, bien sûr, au fur et à mesure du temps, donc de moins en moins présent. Et il y a l'alpha-glycoprotéine qui, elle, est une protéine très présente dans les modernes, mais qui descend très très vite par rapport aux autres collagènes qui sont identifiés pendant beaucoup plus longtemps. Donc, après, on a regardé donc, la déamidation donc, avec la chromatographie liquide, donc en général, mais aussi sur notre peptide d'intérêt, et on a pu remarquer deux choses intéressantes. Donc, si on regarde le pourcentage de déamidation sur l'asparagine, donc sur le collagène 1 alpha 1, donc pas que sur un peptide, mais sur toute la protéine, on peut voir une augmentation de la déamidation en fonction des sites, donc en fonction de l'âge, comme le montre ici le petit graphique. Donc, on a bien une augmentation avec des différences significatives, avec un plateau ici, on a pu observer à partir de l'échantillon de Clichy, Resson et Caour. Et si on regarde la déamidation sur la glutamine du collagène alpha 1, on voit aussi une augmentation, elle, qui est vraiment continue, sauf ici au sein de Clichy. Par contre, on voit pour Caour qui continue à monter. Et la différence entre ces deux types de déamidation, c'est que la déamidation sur la glutamine démarre beaucoup plus bas. En fait, on est à moins de 10% de déamidation sur des échantillons très récents, tandis que l'asparagine, on a une déamidation plutôt de 30%. Donc, c'est pour ça aussi qu'on arrive plus vite à un plateau avec la déamidation sur l'asparagine plutôt que sur la glutamine. On a regardé s'il y avait une corrélation donc, en fait, entre le pourcentage déamidation de la glutamine et de la glutamine et de l'asparagine, il y a une petite erreur, donc sur nos collagènes, et oui, on a bien une corrélation là-dedans. Glutamine et asparagine, pour la déamidation, on a bien une augmentation entre les sites, et il y a une corrélation entre les deux types de déamidation. Et ensuite, on s'est focalisé, on s'est dit, on a bien des protéines, on a bien une déamidation, mais il y a quand même beaucoup de spectres peptidiques qui n'ont pas été identifiés, et donc potentiellement, c'est d'autres modifications. Et on s'est focalisé sur l'identification des crosslinks. Et là, on a utilisé le logiciel Mass Spec Studio pour essayer d'identifier les différents types de crosslinks. Et on s'est dit, on a focalisé sur les types de crosslinks de type, de type age, pour là-dessus, et aussi des modifications des crosslinks de type enzymatique. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est les spectres MS et MS-MS de deux types de crosslinks identifiés dans nos échantillons. Donc ici, des dihydroxyalanine crosslink, avec donc, la localisation exacte grâce au logiciel de notre modification et la fragmentation, et ici un type de fragmentation de type Edge, Gold, avec une belle fragmentation.
Alors, on a réussi à identifier dans notre pool d'échantillons plus de 21 différents types de crosslinks, des crosslinks de type enzymatique, c'est ceci, des crosslinks de type et des crosslinks de type age, qui sont dus donc avec les réactions de Maillard. Donc là, les crossline, pentozidine, verpessidine, et aussi encore des crosslinks de type dityrosine présents dans nos échantillons. Donc les chiffres qui sont indiqués à côté correspondent au nombre de crosslinks identifiés. Ensuite, donc à partir, donc là, ici, on a bien la preuve qu'il y a bien des crosslinks dans les échantillons d'ossements modernes, mais aussi archéologiques. On a voulu regarder comment ces réticulations étaient réparties sur les collagènes de type 1 et alpha 1 et alpha 2, mais aussi est-ce qu'il y avait une corrélation entre le crosslink et l'âge des échantillons. Et ici, donc la première figure que vous pouvez voir ici correspond donc à la séquence du collagène 1 alpha 1 en haut et le collagène 1 alpha 2. Et nous avons représenté les différents types de crosslinks que nous avons identifiés avec les expériences de FCMSMS et le logiciel Mass Spec Studio. Donc, nous avons identifié des crosslinks qui sont internes, donc qui sont dans la même protéine, comme celui-ci, l'isoalanine, là, qui est vraiment que sur le collagène 1. On a d'autres types de crosslinks qui sont, par exemple, que sur le collagène 2, et des crosslinks, bien sûr, qui sont entre nos deux protéines, entre le collagène 1 et le collagène 2, comme ici un autre type de crosslink. Ensuite, nous avons regardé s'il y avait des corrélations entre crosslink et l'âge de nos échantillons. Et nous avons pu remarquer que certains types de crosslinks, qui sont notés ici, enzymatiques, mais aussi age, qui sont extrêmement présents, donc beaucoup plus présents dans les échantillons modernes, et qui diminuent en fait en fonction lorsque l'échantillon est de plus en plus ancien. Mais on a pu voir des autres crosslinks qui ont une corrélation inverse, en fait, qui sont peu présents dans nos échantillons modernes et dont l'intensité et la quantification augmentent au fur et à mesure dans nos échantillons archéologiques, comme ici, ce pool de crosslinks ici, dityrosine et vesperlizine, qui sont plus importants dans les échantillons de Cahors, échantillons qui ont plus de 120 000 ans. Alors, au niveau de la conclusion, c'est que donc on a optimisé une méthode de préparation en plaque 96 puis pour pouvoir travailler sur un milligramme d'échantillon, pour pouvoir répondre aux demandes des archéologues qui sont, on va dire, de plus en plus gourmands, où ils veulent analyser de plus en plus d'échantillons. On a pu montrer que la méthode permet d'identifier des micro-fragments d'ossements, mais aussi des fragments en fait des fragments d'échantillons d'ossements brûlés. On a montré sur notre étude sur Cylindra-Psis, on a pu montrer l'identification de nouveaux peptides marqueurs qui permet de confirmer en fait la discrimination entre nos deux espèces, Cylindra-Psis et Inepta. La quantification de la délimitation via le MACD-FTCR avec sa haute résolution, où on a vraiment montré que voilà, l'utilisation de la haute résolution permet d'avoir une information robuste et quantitative en fait sur cette délimitation. Et on a une corrélation quand même avec l'âge, même si il faut faire attention lorsqu'il y a des événements environnementaux. Alors, petite erreur de ma part, on peut réaliser ces méthodes sur l'identification des taxa entre boss et bison et bien sûr le sexe, mais c'était une autre histoire. Et on a montré ici, ce que je vous ai montré, c'est que pour la première fois, en fait, on a montré la présence de crosslinks. Donc, il y avait des études qui parlaient qu'il y avait potentiellement des crosslinks, mais là, cette étude a montré les types de crosslinks présents dans les ossements, quelles protéines étaient réticulées les uns avec les autres, et aussi à quelle position, et qu'il y avait une corrélation entre les crosslinks et l'âge des ossements, en fait. Alors, toutes ces études, tous ces projets ne seraient pas possibles sans en fait l'aide de nos financeurs et sur les projets avec lesquels on travaille. Donc, les projets européens, mais aussi les deux infrastructures dans lesquelles je suis, l'infrastructure InfraAnalytics pour l'utilisation du FTCR et l'infrastructure donc Profi en protéomique. Mais bien sûr,
Rien de tout ça ce serait sans tous les archéologues et paléontologues avec qui on collabore. Donc, l'unité ALMA, le EP, les grottes du Lazaret, la grotte de Skladina, le CEPAM, le musée d'histoire naturelle, ici, donc, et plein d'autres. Et bien sûr, d'autres projets financés, donc avec les projets MITI. En fait, parce que comme vous avez pu voir, c'est des études interdisciplinaires qui regroupent chimistes, biologistes, mais aussi archéologues, sciences humaines. Et donc, sans ce type de projet interdisciplinaire, on ne pourrait pas avancer sur les questions que les archéologues nous posent. Donc, je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à me poser toutes les questions. Et voilà. Et si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, vous pouvez je vous répondrai plus tard, en fait, après la visio. Voilà. Je vous remercie. Et comme l'a dit le docteur, si vous avez des questions qui vous reviennent par la suite, n'hésitez pas, vous pouvez nous les envoyer et on les fera passer au docteur Bray pour qu'il puisse vous répondre si vous avez des questions sur son étude ou sur les résultats qu'il a pu obtenir et qu'il a pu publier également. Alors, je tenais à vous remercier une nouvelle fois, docteur Bray, pour cette présentation et puis pour votre c'était vraiment très intéressant avec beaucoup d'exemples très concrets. Et donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt, peut-être sur un autre webinaire ou alors sur un autre salon dans lequel la FINICEP va participer. Et voilà, on est tous d'accord que cette présentation était de grand intérêt et nous a appris sûrement énormément de choses aujourd'hui. Merci à tous et bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.